Donc on a le plaisir d'avoir Séverine Echasserio, du coup, qui est orthophoniste au SAP d'Olonne, qui va nous parler d'Hippopara. Et alors, Séverine, on l'a fait tomber dans le bain de l'Hippopara, peut-être presque contre sa volonté, parce qu'on a eu un patient commun, du coup, qui a suivi Séverine. Et du coup, la question, c'était, alors, qu'est-ce qu'il a? Et tu m'as dit à ce moment-là, ça colle avec rien, en gros. Et donc, on a pu commencer à essayer, effectivement, de creuser un petit peu tout ça. Et Séverine s'est beaucoup documentée, donc elle va nous parler un peu du brouillard cérébral et des atteintes neuropsy dans l'Hippopara. Bonjour à tous. Oui, effectivement, qu'est-ce que je fais là? Voilà. Je suis orthophoniste. Donc, orthophoniste, c'est une paramédicale. Je dis surtout une parce qu'on est beaucoup de femmes qui nous occupons à la base des troubles du langage et de la communication chez tout type de patients, hein, du plus petit, des troubles de l'oralité alimentaire chez les enfants, jusqu'aux personnes âgées avec des pathologies neurologiques, neurodégénératives. Moi, je travaille en libéral et je ne travaille que avec des patients adultes. Donc moi, je ne vois que des patients avec des AVC, des traumas crâniens, des pathologies neurologiques de type Alzheimer, Parkinson, maladie de Charcot, voilà, tous ces domaines-là. On travaille sur les troubles de la communication et du langage, mais le langage étant lié aussi à toutes les autres fonctions cognitives, la mémoire, l'attention, l'orientation, les fonctions exécutives. Tout est tellement lié que c'est notre champ de compétences est vraiment de plus en plus vaste et diversifié. Effectivement, moi, je vois donc des patients avec des troubles cognitifs. Donc, je m'occupe d'abord de la plainte et pas forcément évidemment, c'est lié, mais pas forcément de la maladie à la base. Et donc, je me suis retrouvée avec un patient qui venait avec une plainte, avec des symptômes. Je ne connaissais pas sa maladie. J'ai depuis beaucoup appris. C'est passionnant. Donc, je me suis aussi renseignée par rapport à la littérature parce qu'il y a des études, effectivement, par rapport aux troubles cognitifs dans l'hypoparathyroïdie. Ils sont encore très récentes et il est temps, à mon sens, d'en parler parce qu'on parle beaucoup depuis ce matin de la qualité de vie des patients. Mais là, pour le coup, les troubles cognitifs dans l'hypopara, ça joue énormément sur la qualité de vie et c'est, à mon sens, assez peu connu dans cette maladie. Voilà, donc les troubles cognitifs, c'est des troubles du fonctionnement cérébral, du cerveau. Donc on va en parler ensemble. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu d'abord de quoi on parle. Donc le fonctionnement cognitif normal, le brouillard cognitif, c'est vraiment le terme qu'on emploie depuis ce matin. Sauf que brouillard, ça veut dire quoi? C'est pas très clair. C'est les patients qui ont un brouillard, c'est pas les médecins normalement qui ne savent pas de quoi ils parlent. On va essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est. Le lien avec l'hypoparathyroïdie, j'ai compris un peu les mécanismes. En fait, on va voir qu'au niveau biologique, il y a bien des choses qui provoquent ce brouillard. C'est assez intéressant. Et puis surtout, vous, en tant que médecin, comment le repérer et puis quoi en faire? C'est bien beau de dire à votre patient, oui, ok, vous avez un brouillard cognitif, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites avec ça? Voilà, donc le fonctionnement cognitif normal. Normalement, quand tout se passe bien, notre cerveau fonctionne de manière interconnectée avec toutes ces petites choses qu'il doit pouvoir gérer. Donc d'abord l'attention, notre attention de sélectionner et maintenir une information, donc l'attention soutenue, l'attention de plusieurs choses en même temps, la concentration intense et extrême quand vous devez faire quelque chose de très très important. La mémoire de travail, cette mémoire qui sert tout le temps, au quotidien, quand on discute. Votre mémoire, évidemment, qu'elle retient les informations pour que vous puissiez communiquer et puis répondre. Elle sert systématiquement, automatiquement, à longueur de journée. La vitesse de traitement, on va beaucoup en parler. La rapidité avec laquelle le cerveau encode et répond à un stimulus, c'est celle qui va être la plus touchée dans le brouillard cérébral. Voilà pourquoi on va beaucoup en parler. Les fonctions exécutives, c'est peu connu, c'est pas très clair. Planifier, s'organiser, s'adapter, inhiber une réponse automatique, c'est ce qu'on fait au quotidien. Typiquement, vous faites une recette de cuisine. Par quel bout vous le prenez? D'abord je sors mon livre et puis il me faut tous les ingrédients et puis je commence par ouvrir mon placard pour prendre de la farine, etc. Tout ça, c'est ce qui fait qu'on fait les choses dans le bon ordre. Quand vous faites du café le matin, évidemment qu'il faut d'abord mettre la dosette de café parce que sinon, c'est de l'eau qui va couler. On a tous des petits moments de faiblesse, on a tous des erreurs à un moment donné, mais normalement, ça fonctionne. Quand vous allez faire vos courses, il faut penser au sac, il faut avoir le jeton pour mettre dans le caddie, il faut prendre le caddie, il faut aller dans le bon rayon, il faut pas oublier de passer au surgelé avant d'aller à la caisse. Tout ça, c'est ce qui fait qu'on a un ordre précis de fonctionnement et que normalement, ça fonctionne correctement. Le langage et l'accès lexical, ça c'est purement mon domaine.
retrouver ses mots, structurer une phrase, comprendre un discours complexe. On parle autant de l'expression du langage, le fait de pouvoir parler, que de la compréhension du langage, le fait de comprendre. Je parle du langage oral comme du langage écrit. On verra que dans le brouillard cognitif, la lecture, ça peut être parfois très difficile parce qu'il faut d'abord comprendre le langage, il faut mémoriser et il faut être concentré. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Et puis la mémoire épisodique, celle-ci j'en parle, pourquoi donc c'est encoder et rappeler des événements vécus. Qu'ai-je fait hier? Pour le coup, dans l'hypopara, normalement, elle n'est pas ou très peu touchée. Et on va en parler, mais c'est ce qui fait la nuance avec les maladies neurodégénératives. Dans la maladie d'Alzheimer notamment, c'est cette mémoire-là, la mémoire épisodique, qui est touchée en premier lieu. C'est comme ça qu'on va pouvoir aussi faire un diagnostic différentiel et bien comprendre qu'il n'y a pas une démence. On va en parler ça aussi. Voilà. Alors, maintenant, parlons du brouillard cérébral. On va en parler dans l'hypoparathyroïdie parce que les patients se sentent dans un brouillard. Ils ne savent pas du tout expliquer ce qui se passe. Ils n'ont pas les mots pour dire leurs troubles. Ils n'ont pas les mots pour expliquer ce qui ne va pas. Ils sentent juste que ça ne va pas. Ils ne sont pas dans leur état normal. Il y a quelque chose qui fonctionne pas bien dans leur cerveau et ils se disent « mais je suis en train de devenir fou, qu'est-ce qui m'arrive ?» Souvent, ils se disent « je suis fatigué ». Voilà, la fatigue, elle a bon dos. Dès qu'il y a un problème de brouillard, on se dit bah, « je suis fatigué, il faut que j'aille me reposer, j'y arrive plus ». Voilà, le brouillard, vraiment, le cerveau tourne au ralenti. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que c'est des symptômes, c'est pas une maladie. Il y a une cause, c'est la conséquence de la maladie, c'est pas une maladie en tant que telle. Il y a la concentration, la mémoire, la vitesse de la pensée, l'accès aux mots qui sont plus difficiles, plus épuisants, plus lents. Voilà, pour faire un petit lien, ceux qui ne connaissent pas le brouillard cérébral, je peux vous laisser imaginer que vous avez un peu trop bu. Vous êtes en soirée, vous avez 2 ou 3 verres, voilà, vous sentez que vous êtes à la limite de l'ébriété, vous gérez encore, mais vous sentez que vous êtes un peu limite, que vous mettez un peu plus de temps à comprendre ce qui se passe autour de vous. Vous tournez la tête, il y a un petit temps de latence entre vos yeux et votre cerveau. Vous connaissez tous cette impression-là. Le problème, c'est que les gens qui ont un brouillard cérébral, c'est pas en soirée, en s'amusant qu'ils ont ce souci-là, c'est au travail. Et là, pour le coup, comment gérer une tâche, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est pas juste de la fatigue. Attention, c'est persistant. Ça veut dire que même quand on va se coucher, le lendemain, on a toujours cette sensation d'être dans le brouillard. Et pourtant, on a dormi. C'est pas un problème de manque de sommeil. On va voir ensemble qu'il y a une base biologique réelle. Que c'est pas juste dans la tête. C'est pas psychologique. C'est pas juste, je vais pas bien aujourd'hui, j'ai la tête comme une citrouille, j'ai pas envie de faire d'efforts, je suis fatiguée, j'en ai marre. Non, vraiment, il y a des processus biologiques qui font que notre cerveau ne peut pas fonctionner normalement. Les domaines les plus touchés dans l'hypopara, ça va être la fameuse vitesse de traitement. On va mettre plus de temps à faire la même chose que dans un état normal. L'attention soutenue, elle est plus difficile à obtenir. Vous allez être au restaurant avec des amis, vous avez du mal à vous concentrer sur la conversation. Il y a un moment où vous perdez complètement le fil, alors que d'habitude, ça ne vous pose pas de problème. La mémoire de travail, la fameuse mémoire immédiate qui sert tous les jours à réagir du tac au tac. L'accès aux mots. Il y a des gens qui vont dire « Oh là là, aujourd'hui je trouve plus mes mots, c'est tout bête, un mot tout simple, là je vais dire « Mais si, le truc là, Et ça vient pas. Ça nous arrive tous de temps en temps, mais quand on est en état de brouillard cognitif, c'est régulier, c'est souvent et c'est très agaçant. C'est un symptôme invisible. Évidemment, si on parlait des handicaps invisibles ce matin, c'est un symptôme qui ne se voit pas. C'est dans la tête, c'est cérébral. Ce qui fait que forcément, les gens autour de vous ont du mal à comprendre. Les collègues de travail, les aidants, la famille vont se demander ce qui arrive à la personne. Bon, là, elle ne m'écoute pas, c'est pas possible, ça ne l'intéresse pas ce que je dis. Non, c'est qu'elle n'est plus en état fonctionnel de mémoriser et d'entendre l'information qu'on lui donne. Voilà, chaque conversation, chaque lecture, ça coûte. Il y a beaucoup de gens qui se demandent ce qui est en train de se passer, ils se demandent s'ils sont en train de devenir fous. Il y en a beaucoup aussi qui pensent que ça y est, ils ont une maladie neurologique, ils vont développer un Alzheimer. C'est très compliqué aussi parce qu'ils ne connaissent pas, ils voient bien que leur cerveau dysfonctionne, mais ils n'arrivent pas à expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je suis comme ça. Donc souvent, c'est assez caché. Les gens sont soit dans le déni en se disant « bon allez, c'est dans ma tête, je donne encore plus » et puis j'essaye d'aller à contre-courant de mon cerveau et je le fais encore plus fonctionner pour réussir quand même la tâche que je veux faire. Ou bien ils vont rien dire et puis du coup les proches vont bien se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas, mais
On va pas trop savoir ce qui se passe. Il y a aussi des gens qu'on va croire en dépression, tout simplement parce qu'ils sont plus les mêmes qu'avant. Voilà. Et donc ça, évidemment, un impact réel sur la vie. Le travail, évidemment, c'est la priorité, c'est très compliqué. La fatigue et puis l'isolement social. Quelqu'un qui va plus pouvoir communiquer comme il veut, il cherche ses mots sans arrêt. Évidemment qu'à bout d'un moment, il a moins envie de parler. Quelqu'un qui ne peut plus suivre un film parce qu'au bout de 2 heures, il est complètement crevé, il va pas avoir envie d'aller au cinéma avec ses amis. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont inhérentes au brouillard cérébral, mais qui impactent énormément sur la vie quotidienne. Ce que je vous ai pas dit, c'est que le brouillard cognitif, il est très fluctuant, il est variant. Il y a un jour, ça va très bien aller, le lendemain, ça va pas du tout, et on n'a pas forcément d'explication. Ou alors, la journée commence bien, et tout d'un coup, à midi, plus d'énergie, plus rien. Je vois les patients qui font des oui. Tant mieux, ça veut dire que ça vous parle. Voilà, donc ça c'est hyper compliqué à gérer parce que évidemment, il faut faire avec et on ne sait jamais comment ça va se passer. Donc ça c'est très très difficile à vivre au quotidien et malheureusement, à part vivre avec, on n'a pas encore de solution miracle. Voilà, quand j'ai fait une première intervention auprès donc de l'association des patients, quand j'ai expliqué ce que c'était le brouillard cérébral, il y a beaucoup de gens qui me regardaient en me disant mais oui c'est ça, moi c'est ça, et tout le monde discutait un peu en disant moi j'ai ces symptômes là et moi j'ai ça et moi j'ai ça et moi j'ai ça, et en fait on se rendait compte que les gens n'avaient pas compris ce qui se passait, les mécanismes, mais le fait de mettre un mot sur tous ces symptômes, ça soulage, ça fait beaucoup de bien, et en fait on se dit que c'est pas juste dans la tête, c'est pas moi qui ai un problème ou qui ne fait pas suffisamment d'efforts, non, c'est un vrai trouble. Alors, pour comprendre un petit peu voilà, le dysfonctionnement du cerveau, c'est un même cerveau. Le cerveau quand il est en pleine forme, du côté gauche, et le cerveau avec un brouillard cognitif du côté droit. Le même cerveau, mais 2 états très différents. D'un moment à l'autre, voilà ce qui peut fluctuer. D'un moment à l'autre, d'une journée à l'autre. Et malheureusement, il faut quand même continuer de vivre sa vie normalement. Il faut continuer d'aller au travail, il faut continuer d'avoir une vie normale à la maison, de gérer les tâches quotidiennes. Le brouillard cognitif, j'en viens quand même à vous dire que c'est un ralentissement global, mais c'est pas une démence ni une dépression. Alors, pas une démence, on parle des maladies neurodégénératives, de l'évolution du cerveau qui va malheureusement dysfonctionner de manière irréversible. Quand on a une maladie neurodégénérative, on perd des fonctions cognitives, mais ce qu'on perd ne se récupère pas. Voilà, donc on a d'abord des troubles de la mémoire épisodique, souvent, c'est quand même le plus commun, voilà, en France et ailleurs, hein, c'est vraiment la maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés qui sont les plus souvent reconnus. Ça commence par des troubles de la mémoire épisodique, des troubles du langage, avec des difficultés à communiquer, et puis on va avoir des troubles dans l'orientation, dans le temps et dans l'espace. C'est pas tout à fait les mêmes processus dans un brouillard cognitif. Là, on parle vraiment du ralentissement de la vitesse de traitement. On parle de troubles attentionnels. C'est vraiment ce qui va le plus être ciblé dans l'hypoparathyroïdie notamment. C'est pas une dépression non plus, même si les deux peuvent être liés. Voilà, la dépression engendre des troubles cognitifs, tout comme l'hypopara engendre des troubles cognitifs. On peut avoir les deux, mais ce n'est pas forcément un tableau de dépression. C'est pas parce qu'on a un brouillard cérébral qu'on est en dépression. Malheureusement, souvent, les patients eux-mêmes pensent que c'est ça leur vrai problème, hein. Les patients se rendent compte qu'ils ont plus d'énergie, qu'ils sont très fatigués, qu'ils sont plus irritables. Parce que forcément, quand on a beaucoup de fatigue comme ça, de difficultés de concentration, on devient moins patient. Et les proches disent « Non mais ça va pas, tu t'énerves pour rien. » Voilà, les gens n'arrivent plus à travailler comme avant. Ils se disent « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis en syndrome d'épuisement professionnel. » Et souvent, on les envoie vers des psychologues et on leur donne des antidépresseurs. Je dis pas qu'il faut pas faire ça, mais en tout cas, c'est pas toujours. C'est pas forcément lié. Et il n'y a pas forcément une dépression à chaque fois qu'il y a un brouillard cognitif. Ça, c'est important de comprendre la nuance. Alors, quel est ce fameux lien avec l'hypoparathyroïdie ? Alors, j'avoue que merci Lucille, hein, parce que j'ai passé du temps à chercher dans les bouquins et voilà, dans les données de la littérature. Et effectivement, on le trouve, ce lien, au niveau biologique. Donc ça, c'est très, très intéressant.
Et ça explique pourquoi. Donc, c'est pas moi qui vais vous expliquer les petits schémas d'Io. Vous savez tous qu'il y a un manque de calcium, qu'il n'y a pas de parathormone, etc. En tout cas, le calcium, on sait qu'il a un rôle au niveau des cellules du cerveau, les fameuses cellules gliales, et ça permet de soutenir le traitement de l'information. Donc, on imagine bien que quand il y a un problème de calcium, eh ben, on a aussi un problème d'intégration des informations. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est le phosphate. Quand il y a trop de phosphate, on voit qu'il y a un ralentissement de la vitesse de traitement. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce que ça explique aussi les données biologiques. Pourquoi est-ce qu'il y a un brouillard cérébral? Et puis, la fameuse calcification des noyaux gris centraux dont a parlé la professeure ce matin, on se rend compte que ça peut aussi jouer dans une inflammation du système nerveux central. Tout ça provoque des troubles cognitifs. Donc c'est assez intéressant parce que oui, il y a bien des difficultés à ce niveau-là dans l'hypoparathyroïdie. Et ça fait du bien aux patients parce que c'est encore très méconnu. Donc, j'ai trouvé 4 études les plus intéressantes, je pense, qui sont assez récentes. La première, donc, elle est tout en haut à gauche, elle date de 2014. Et alors, elle n'est pas forcément fiable dans le sens où c'est une association de patients aux États-Unis ils l'ont appelée paradoxe, cette étude. Pourquoi? Parce que on les prenait pas au sérieux. Vous connaissez cette étude? Voilà. Où pour le coup, les patients ont fait eux-mêmes un questionnaire. Donc, pourquoi je dis que c'est pas fiable? Parce que forcément, ceux qui ont répondu sont ceux qui étaient très atteints et qui étaient gênés, forcément. Donc, ça met pas forcément enfin voilà, on n'est pas sûr que ce soit tout à fait fiable par rapport aux autres patients qui n'ont pas répondu à l'étude. Mais en tout cas, il y en a quand même plus de 72% qui rapportaient un brouillard cognitif déjà en 2014. Et plus de 50% qui avaient les troubles de la mémoire et de la concentration. Donc déjà, quand même, ça interroge par rapport aux difficultés et la fameuse qualité de vie de ces patients-là. La deuxième étude qui a été quand même la première assez intéressante, mais le problème c'est qu'il n'y a que 19 patients. Elle date de 2022, en haut à droite, là. Elle a été faite aux États-Unis. Et là, pour le coup, on a fait des tests cognitifs. Donc, je vous ai pas parlé un peu de comment ça fonctionne pour savoir un petit peu quels sont les troubles de la mémoire, de l'attention, etc. Nous, en tant qu'orthophonistes ou que neuropsychologues, on a des tests standardisés où on fait passer des tests de mémoire, de langage, de concentration, d'attention, d'orientation à nos patients. Et en fonction du niveau social, de l'âge, du sexe, on va comparer à des témoins sains et on va voir un petit peu ce qu'il en est au niveau des facultés, des difficultés. On va pouvoir faire une norme et de voir ce qui est atteint par rapport à la norme. Là, quand on a fait des tests en 2022 à des patients atteints d'hypoparathyroïdie, on avait quand même 68% des patients qui avaient une attente cognitive objectivée au test. Donc des tests qui étaient en dessous de la norme à 110. Et le plus touché, c'était la vitesse de traitement de l'information. Je vous les ai mis à l'envers. L'étude suivante, qui date de 2024, je l'ai mise à droite là, parce qu'elle est un petit peu différente, mais alors pour le coup, elle m'a assez intéressée. C'est qu'on s'est rendu compte, en faisant des IRM aux patients qui avaient une hypoparathyroïdie et avec des patients sains, que le volume de l'hippocampe c'est vraiment la zone de la mémoire au niveau du cerveau, eh bien en fait elle était réduite chez les patients atteints d'hypoparathyroïdie. Et ça c'est assez étonnant parce que même au niveau IRM et au niveau anatomie, on se rend compte qu'il y a des choses à ce niveau-là à chercher. Et on se rendait également compte, deuxième chose, que plus le brouillard était sévèrement vécu par le patient, et plus l'hippocampe était petit. Donc comme quoi, il faut écouter les patients. Les patients, quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on voit bien qu'en fait, ils ont raison. C'est pas dans leur tête. On se rend compte que ça peut être vraiment objectivé par des tests et par des IRM. Et donc la dernière étude, qui est toute récente, qui date de 2025, qui a été faite en Autriche, là, elle est vraiment très intéressante parce qu'ils ont utilisé des tests qu'on utilise tous. Vous connaissez peut-être le Train Making Test, le Stroop. C'est des tests d'attention, c'est des tests de fonction exécutive que tout le monde utilise dans le monde entier. Et là, on se rend compte qu'il y a plus de la moitié des patients qui ont un déficit attentionnel et de la vitesse de traitement et un déficit de ces fameuses fonctions exécutives. Donc, par rapport aux témoins, c'est quand même assez énorme. Et là, on est vraiment dans des choses qui sont objectivées par des tests fiables. Donc, c'est quand même assez intéressant. Voilà, donc si je veux résumer un petit peu ces études-là, le brouillard est fréquent et mesuré. Quand on voit qu'il y a quand même 72% des patients qui le rapportent, voilà, on n'est pas dans une petite part de la population, c'est énorme. Presque tous vos patients ont des difficultés, mais ils en sont peut-être pas tous conscients.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas parce qu'on a de grosses difficultés qu'on a une grosse plainte, et c'est pas parce qu'on a une grosse plainte qu'on a de grosses difficultés. Ça dépend du vécu de chacun, ça dépend du travail de chacun, ça dépend de sa façon de fonctionner. Il y a des gens qui ne vont jamais lire, qui ne vont pas être embêtés s'ils ont du mal à suivre un roman. Il y a des gens qui vont au contraire, je sais pas, une boulangère qui va rendre la monnaie sans arrêt, faire du calcul mental à longueur de journée. Vous imaginez bien que si elle n'arrive pas à se concentrer, ça va être très compliqué pour elle de finir sa journée de travail. Donc vraiment, l'ampleur des troubles n'est pas forcément liée à la plainte, c'est l'ampleur de la plainte. Ça, c'est important aussi de le comprendre, parce qu'on a des gens qui vont finalement avoir peu de troubles, mais qui vont quand même être très embêtés et très en demande qu'on les aide. Le domaine le plus touché, j'en ai parlé, c'est vraiment la vitesse de traitement de l'information. Le cerveau, il change. Alors ça, c'est assez récent, mais effectivement, plus le brouillard est sévère, et on se rend compte que plus l'hippocampe, donc la zone de la mémoire, est petite. C'est pas de la dépression. Alors ça, je vous en ai pas parlé, mais dans une des études, ils ont fait un score de tristesse. Ils ont voulu justement savoir si la dépression accentuait les troubles ou non. Et en fait, c'est pas parce que les gens avaient des scores de tristesse importants, donc ne se sentaient vraiment pas bien, que la vitesse de traitement était forcément déficitaire. Ça, c'est intéressant aussi, parce qu'on voit bien que c'est pas forcément la dépression qui provoque les troubles cognitifs. J'insiste là-dessus. Et puis, ça persiste même avec un traitement en cours. On a des patients qui vont avoir un bon niveau de calcémie, et pourtant, malheureusement, le brouillard cognitif ne s'en va pas. Et ça, on ne sait pas encore vraiment l'expliquer. Alors, la question, c'est comment le repérer, effectivement. Il y a des gens qui vont se plaindre, de base, qui vont dire « ça va pas du tout ». Voilà, j'ai des problèmes de mémoire, il faut que je note tout, j'ai des post-it partout, j'arrive pas à retenir les choses. Des difficultés au travail, alors ça, c'est aussi la première chose. Des gens qui vont mettre 2 heures à faire ce qu'ils faisaient avant en 1 heure, qui vont pas comprendre pourquoi, et des patrons qui vont râler derrière, ou qui vont faire des heures supplémentaires pour rattraper le retard. Des gens qui cherchent leurs mots de façon répétée, qui ont des confusions encore plus lors des variations de calcémie aussi, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. L'anxiété face à ses propres capacités cognitives, des gens qui vont dire j'y arriverai jamais. J'ai même pas envie de me lancer là-dedans parce que je pense que je vais pas y arriver. Des choses toutes simples, faire ses impôts, faire sa compta, aller voir un conseiller bancaire. Il y a des gens qui commencent à se dire finalement je préfère éviter parce que je suis pas sûre d'en être capable. Ça, c'est très embêtant. Et puis voilà, l'évitement des tâches intellectuelles. C'est des gens qui vont vous dire je lis plus. Mais pourquoi vous lisez plus, monsieur? Ça m'intéresse plus trop. Mais vraiment, ça vous intéresse plus? Non, mais en fait, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais la dernière fois, j'ai rien compris, donc ça m'a gonflé. C'est des choses comme ça, en fait. Les gens ont des petites phrases qui doivent nous interpeller. Donc, je vous ai mis 5 questions à poser qui permettent de balayer un petit peu tout ça. La première, c'est avez-vous l'impression d'avoir la tête dans le brouillard? Parce que finalement, tout le monde sait ce que c'est, le brouillard. Ça veut dire se sentir un peu bizarre, la tête dans le nuage, pas bien, dans la fumée. Et finalement, c'est une question assez ouverte et vous allez tout de suite voir si les patients réagissent ou s'ils ne voient pas de quoi vous parlez. C'est souvent assez simple de se rendre compte si les gens sont concernés ou non. Cherchez-vous souvent vos mots. Ça, c'est vraiment mon domaine. Des gens qui vont avoir le mot sur le bout de la langue, le fameux manque du mot, on appelle ça une anémie, et ça, c'est très compliqué. Avez-vous du mal à vous concentrer au quotidien? Alors, pareil, oui, j'arrive plus à faire les leçons à mon fils. Je peux plus aller au cinéma ou suivre un film qui dure plus de 2 heures. J'ai arrêté mon club de philatélie parce que c'est pas possible pour moi. Voilà, ce genre de choses. Est-ce que c'est apparu ou aggravé depuis le diagnostic? Ça, c'est intéressant aussi. Évidemment que c'est un lien de cause à effet. Je vous ai dit, c'est un symptôme et non pas une maladie en soi. Donc, si c'est arrivé après le diagnostic d'hypoparathyroïdie, forcément, on peut mettre ça en lien. Et est-ce que ça impacte le travail ou des activités du quotidien? Souvent, la réponse est oui. Alors, quoi faire avec ça? Quand vous avez des doutes ou vous êtes à peu près sûr qu'il y a quelque chose, il faut voir l'impact au quotidien. Parce que finalement, il y a des gens qui vont avoir des problèmes de mémoire, mais qui vont faire avec. Et puis, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Alors, si l'impact est significatif au quotidien, vous pouvez envoyer, alors là, c'est vraiment mon domaine, voir un orthophoniste ou un neuropsychologue. Orthophoniste, ça travaille souvent en libéral, ça s'occupe de tout type de patients et il nous faut une ordonnance d'un médecin.
Neuropsychologue, vous en avez aussi en libéral. Malheureusement, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et un bilan neuropsychologique chez un neuropsychologue en libéral, ça va coûter entre 200 et 300 euros. Donc tout le monde ne peut pas se le permettre. Vous avez aussi des neuropsychologues dans les centres mémoire, notamment dans les hôpitaux, où là, pour le coup, c'est pris en charge, mais il y a souvent des longues listes d'attente. On a aussi des listes d'attente en orthophonie, beaucoup. Alors là, où j'en viens effectivement au fait que les patients doivent connaître leurs troubles, c'est qu'il y a une différence quand nous, on reçoit un coup de téléphone d'un patient qui va nous dire « bah voilà, j'ai des petits soucis de mémoire, mais je sais pas trop ce que j'ai », ou « je cherche mes mots au quotidien ». Bon, nous, on va se dire « bon, ok, il y a des difficultés, est-ce que vous avez vu un neurologue ?» Et on les renvoie dans la machine de l'errance thérapeutique. Un patient qui a une hypoparathyroïdie qui va nous appeler en disant « voilà, j'ai une maladie rare avec un brouillard cognitif et j'ai besoin de faire un bilan orthophonique pour, je sais pas, mettre en place une adaptation au travail et voir mon médecin du travail. » Là, pour le coup, nous, c'est très différent au niveau de la plainte et on va pouvoir recevoir le patient pour lui faire un bilan et établir un compte-rendu. Donc là, c'est vraiment important aussi que le patient il comprenne ce qui lui arrive. Donc voilà, on va travailler sur le langage, la mémoire, l'attention, les fonctions exécutives. Et puis surtout, on va objectiver les troubles. Ça fait beaucoup de bien au patient de comprendre ce qui lui arrive. Quand il va venir nous voir, il va pas comprendre ce qui se passe, il va savoir qu'il a des problèmes cognitifs. Il va souvent venir avec une crainte d'avoir la maladie d'Alzheimer, puis un conjoint à côté qui est très inquiet parce qu'il voit bien que la personne n'est plus comme avant au niveau cognitif. Et souvent, quand on explique ce qui dysfonctionne, ça fait beaucoup de bien. Voilà. On fait un retour écrit au médecin. Donc nous, on doit faire des comptes rendus de bilan qui permet aussi d'écrire noir sur blanc ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne et de poser à un moment T où en sont les troubles. Si l'impact est plus léger ou incertain, rien ne vous empêche de noter dans le dossier qu'il y a un petit brouillard cognitif, mais que voilà, pour l'instant, rien d'inquiétant et qu'on va pouvoir réévaluer à 6 ou 12 mois. Alors, moi, mon travail, ce que l'orthophonie peut apporter, voilà, on fait d'abord un bilan. On fait ces fameuses épreuves standardisées pour voir un petit peu ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne. Souvent, il y a des choses qui vont moins bien, mais il y a des choses qui vont aussi très bien. Et c'est important aussi de rassurer le patient à ce niveau-là. On peut faire de la rééducation ciblée. Donc, on essaie de compenser les troubles au maximum, de trouver des techniques, des stratégies pour essayer de gérer au mieux son quotidien. On fait beaucoup de psychoéducation. Donc, j'entendais parler d'éducation thérapeutique du patient. C'est le même principe, hein. Expliquer au patient ce qui se passe, pourquoi ça dysfonctionne, comment ça devrait fonctionner normalement, comment ça fonctionnait avant, quelles sont les difficultés qui sont apparues au fur et à mesure du temps. Et puis, on fait donc le fameux compte-rendu médical qui permet de laisser une trace à un moment T sur les dysfonctionnements. L'impact concret pour le patient, il est assez énorme, hein. Mettre des mots sur les difficultés, regagner de l'autonomie, ne plus se croire fou, réduire l'anxiété et puis adapter son environnement de travail. Il y a beaucoup de gens qui vont aller voir la médecine du travail. Ça a aussi un autre impact quand vous allez voir le médecin du travail et que vous lui dites « bah voilà, je me sens toujours fatiguée, j'ai des petits problèmes de mémoire ». C'est pas très impactant. Alors que si vous arrivez avec un bilan neuropsychologique ou orthophonique avec des troubles cognitifs avérés dans le cadre d'un brouillard mental, là voilà, on est dans quelque chose de différent et c'est triste, mais malheureusement, c'est beaucoup plus pris au sérieux. Voilà, donc les messages à retenir, hein, ce qui me semblait quand même le plus important, c'est que c'est réel, c'est fréquent. On est vraiment de l'ordre de 70% des gens qui sont impactés par ça. Il y a vraiment une base biologique qui est reconnue, qui est expliquée. Il faut vraiment persister, même avec une calcémie corrigée aussi, parce que c'est pas parce que la calcémie est bonne que le brouillard cognitif a complètement disparu. Voilà, vous pouvez poser des questions simples en consultation, pas besoin forcément d'un bilan pour orienter, vous pouvez juste demander au patient s'il se sent concerné par le brouillard cognitif ou non, c'est la base. Et puis, vous pouvez envoyer chez un orthophoniste ou chez un neuropsychologue pour essayer de soulager le patient par rapport à ça. Voilà. Je vous ai mis les références si ça vous intéresse. Je vois la question venir. Je n'ai pas de données sur la pénétration.
Mais même si, en effet, Ce serait intéressant, mais il n'y a aucune étude pédiatrique. Ouais. Mais justement, oui, je pense que oui, l'insuffisance des données pour notre maman. Ma question, c'était si on identifie des problématiques et qu'on vous les adresse, qu'est-ce qu'on doit spécifier nous, sur notre enfant? Oui. Faire le bilan et après, c'est vous qui déterminez les séances? Oui, alors normalement, les ordonnances, c'est tout simple, c'est bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire. Donc en fait, si c'est que ça, et après le nombre de séances, effectivement, c'est nous qui décidons, tout simplement. Et maintenant, alors on est dans des CPTS, vous devez connaître ça aussi, peut-être pas. On a des collectivités maintenant qui ont voté le fait que les soins en orthophonie se font de manière toute simple, sans ordonnance. Donc il y a même des orthophonistes qui peuvent recevoir sans ordonnance du médecin. Donc faut pas trop vous inquiéter par rapport à ça, mais voilà, bilan orthophonique, ça suffit largement sur une ordonnance. En rééducation, vous vous basez comment? Qu'est-ce que vous travaillez avec? Alors, ouais, un brouillard cognitif, ce qui est difficile, c'est que malheureusement, ça ne se soigne pas. On va être très clair, hein, on n'a pas de médicaments et malheureusement, on ne peut pas dire que ça va revenir à la normale en 6 mois. Le plus important, c'est de faire comprendre au patient ce qui dysfonctionne. Vraiment, l'éducation du patient, c'est la base, c'est lui expliquer comment son cerveau fonctionne, comment il dysfonctionne et surtout ce qu'il peut mettre en place pour compenser. Vraiment, c'est ça, c'est des moyens de compensation. Donc, des gens qui vont avoir des troubles de la mémoire, on va les aider tout simplement à mettre en place des agendas, des post-it, des choses très simples. On va travailler sur la routine. Je sais que vous parlez beaucoup de la routine et des rituels, mais voilà, pour que le quotidien soit plus simple, il faut absolument que les choses soient très claires, qu'il y ait besoin d'anticiper tout le temps pour se simplifier la vie. Des petites choses comme ça. Sur l'accès lexical, pour le coup, là, on va travailler vraiment sur des techniques spécifiques d'accès aux sémantiques du langage. Donc, on va essayer de travailler sur l'accès au lexique dans le cerveau. Donc, on va faire de la dénomination d'images, on va faire des petits exercices comme ça pour travailler sur le langage, l'accès au langage. On peut faire du travail d'attention aussi, des tâches attentionnelles pour essayer de faire travailler davantage cette partie-là du cerveau au patient. Donc, il y a plein de choses à mettre en place à ce niveau-là. Et souvent, en fait, il n'y a pas besoin de tout ça. C'est-à-dire qu'une fois que le patient est venu, qu'on a fait un bilan et qu'on a expliqué ce qui va et ce qui ne va pas, déjà le patient est soulagé. Ça lui permet aussi de mettre en place souvent, malheureusement, c'est ce qui déclenche les aides au travail, les aménagements de temps, les aménagements, vraiment d'avoir des pauses et tout ça. Et ça soulage beaucoup les gens. Ils n'ont pas besoin forcément d'avoir des choses très différentes par rapport à avant, mais juste des pauses dans la journée, déjà, ça change beaucoup de choses. On peut faire une demande de RQTH Oui. On peut faire des demandes de RQTH, dossier MDPH aussi, effectivement. Et donc, ce genre de bilan, je pense, peut aider. C'était aussi un peu ma question. Moi, j'ai une patiente en particulier qui est dans le médical et le brouillard cérébral l'impacte et elle pense qu'elle peut faire des erreurs médicales. Et c'est vrai que c'est difficile d'évaluer. Alors, du coup, aussi l'intensité des traitements qu'on met en fonction aussi du brouillard cérébral. Est-ce que, du coup, les bilans que vous faites permettent après à un médecin du travail de pouvoir dire effectivement, clairement, on peut faire un aménagement de poste, tout ça, c'est... Oui, clairement, oui. Et c'est là où c'est intéressant pour les patients. C'est souvent pour ça qu'ils nous sont adressés, en fait. Hein. Parce que, alors moi, par exemple, je vois beaucoup de patients avec alors, en fait, le brouillard cérébral, c'est un symptôme dans l'hypopara, mais il y a du brouillard cérébral dans plein d'autres pathologies. Et notamment, par exemple, même dans la ménopause, dans les cancers, la chimiothérapie provoque du brouillard cérébral. Enfin, voilà. Et du coup, pour l'instant, le brouillard cérébral, c'est pas encore tout à fait clair dans la tête de tout le monde. Alors, merci le Covid, parce que grâce au Covid et le Covid long, on a de plus en plus entendu parler de ce terme-là et c'est validé scientifiquement enfin par la Haute Autorité de Santé. Mais jusque-là, brouillard cérébral, ça voulait rien dire. On l'associe souvent à ce qu'on appelle le syndrome de fatigue chronique. Et pour le coup, on ne savait pas trop de quoi on parlait. C'était quelqu'un qui allait pas très bien. Un coup, ça allait, un coup, ça allait pas. Bon, c'était de la fatigue chronique. Sauf que ça, malheureusement, ça avait peu de valeur scientifique. Et au niveau de la médecine du travail, ça passait pas tout le temps par rapport aux aménagements de poste. Et aujourd'hui, voilà, ce fameux terme de brouillard cérébral, il est suffisamment convaincant pour mettre en place des aménagements. Je pense qu'on sous-estime cette prise en charge et qu'on n'envoie pas assez nos patients
voilà, en systématique, faire un bilan orthophonique. Enfin, voilà, je pense qu'on le sous-estime. Mais même les patients eux-mêmes, en fait, sont pas toujours au clair avec ce qui leur arrive. Hein. Et quand on parle de brouillard cérébral, parfois, ils mettent plusieurs moments avant de se dire, bah oui, en fait, moi, ça ressemble finalement un peu à ce que je vis. Ou alors ce que j'ai vécu il y a 6 mois. Puis finalement, c'est passé tout seul. Heureusement, enfin, des fois, ça passe ou ça revient, mais heureusement que c'est pas leur quotidien. Enfin, c'est pas comme ça tous les jours de toute l'année, heureusement. Hein. Pas d'autres questions? Bah, super. Merci beaucoup. Parfait.